Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Hier, nous avons évoqué l'absurde querelle entre l'Espagne et l'Algérie au sujet du Maroc, au sujet du Sahara marocain. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur l'histoire commune entre le Maroc, l'Algérie et l'Espagne. Une histoire qui peut être résumée par trois mots, va-et-vient. C'est-à-dire que quand l'Espagne est forte, elle envahit le nord de l'Afrique, elle l'envahit carrément. Comme durant les années 1912-1956, elle a envahi le Rif marocain, carrément. Ou bien elle y place des points forts, des points d'observation, ce qu'on appelle des presidios. Ce sont des colonies pénales où il y a des soldats et des prisonniers qui sont punis, qui font leur peine, qui exécutent leur peine dans ces presidios-là, qui étaient à Oran, qui existaient aussi à Nador, à Al-Hoceima, à Melilla, jusqu'au sud du Maroc, à Sidi Ifni par exemple. Et quand c'est l'Afrique du Nord qui est forte, eh bien c'est nous qui qui envahissons le Nord. Ça s'appelle l'Andalousie, la présence islamique en Andalousie, qui a duré 8 siècles. Ça s'appelle aussi Barberousse. Il n'y a pas eu que l'envahissement des terres, on a aussi contrôlé les mers. Barberousse, les pirates marocains aussi de Salé. Barberousse c'est l'Algérie, mais les pirates de Salé marocains, ils sont partis jusqu'en Islande. Et ces pirates-là, ils ont monté une république de pirates au XVIIe siècle qui comprenait des Marocains du Cru, mais aussi des Espagnols, enfin des musulmans d'Espagne qui ont été expulsés après la reconquête catholique et qui ont été assimilés au Maroc. Ils ont même changé leur nom, tout ça. Ils s'appelaient Vargas, ils sont devenus Bargash. Et cette fusion-là a fait que vous avez eu une bourgeoisie qui finançait les expéditions des pirates. Hein, comme le capital risque, hein, la Startup Nation n'a inventé rien. Désolé, monsieur Macron. Il mettait au pot et puis ça partait pour aller rasier tout le monde, rasier les gens devant la Corse, on rasier les gens devant Gênes, devant Marseille, devant Barcelone. Voilà. Bon, tout cela, nous l'avons oublié. Ce serait bien de le rappeler aux indigénistes aujourd'hui qui nous demandent de nous agenouiller. Bon. Donc, va-et-vient. Donc là, on est dans le reflux de l'Europe, de l'Espagne et l'avancée du Maghreb, de l'Afrique du Nord par l'immigration. Il y a 1 million de Marocains en Espagne, je ne sais plus, entre 500 000 et 1 million d'Algériens en Espagne, à mon avis. Vous avez donc des débarquements tous les jours ou presque sur Ceuta, Melilla, les Canaries, sur les côtes espagnoles. Et encore, on s'empêche, l'Afrique du Nord s'empêche parce que vous avez des régimes. Enfin, quelqu'un répond au téléphone au Maroc, quelqu'un répond au téléphone en Algérie. En Libye, personne ne répond au téléphone. Merci, monsieur Sarkozy. C'est-à-dire qu'en Libye, avant, quand il y avait Kadhafi, quand vous appeliez, quand Frontex, ou quand madame Ursula von der Leyen ou son prédécesseur, ou quand la police italienne, les gardes-côtes italiens appelaient la Libye, il y a quelqu'un qui répondait au standard. Là, il n'y a personne. Là, c'est la mafia qui gère la Libye. Au Maroc, en Algérie, tu as des systèmes, tu as des régimes qui répondent au téléphone et qui arrêtent les départs. Parce que s'il n'y avait pas ces régimes-là, autoritaires, comme dirait madame Clémentine Autain, l'Europe serait déjà une histoire ancienne. Bon. L'Algérie et l'Espagne, c'est une longue histoire, en fait. Et elle n'est pas récente. Oran a été une ville algérienne pendant 3 siècles. De 1530 et quelques poussières jusqu'en 1792. Ça fait 250 ans à peu près. Au moment où l'Algérie était ottomane, enfin l'Algérie du Nord, le Sahara n'a jamais été ottoman, le Sahara a toujours été indépendant. L'Algérie au nord du Tel, c'est-à-dire au nord de l'Atlas algérien. L'Algérie utile, entre guillemets, là où il pleut un peu, ou beaucoup même, quand il est en Kabylie ou autre. Donc il y avait les Ottomans, et puis autour d'Oran, vous aviez les Espagnols. Les Espagnols qui ont été chassés en 1792, très tard. D'ailleurs, dans cette dernière phase de la présence espagnole à Oran, il y avait quelqu'un de très connu, j'ai déjà oublié son nom, c'est San Marin, qui est un des libérateurs du Chili et de l'Argentine. Parce que Chili et Argentine, c'était l'Espagne. Et donc ces gens-là faisaient leur service, on va dire, auprès de la couronne, là où la couronne était en guerre. Et pourquoi l'Espagne était à Oran? Elle était à Mers el Kébir notamment, parce que c'est une rade. Et pourquoi elle a fait ça? Eh bien parce qu'elle voulait contrôler, elle voulait voir venir les invasions, les pirates et les invasions. Après la reconquête, Isabelle la catholique, elle a fait 2 choses. Elle est partie en Amérique,
envoyé voilà, Christophe Colomb, tout ça, mais là aussi, elle est partie en Afrique du Nord, parce qu'elle a dit, moi, je ne veux plus refaire la plaisanterie de 711, quand on a été envahi par les Arabes et les Berbères, en 711, on va voir venir la menace. Donc on va installer des points d'observation. Ils n'avaient pas de radar à l'époque, ils n'avaient pas de réseaux sociaux pour surveiller les gens. Bill Gates n'était pas encore né. Donc, voilà. Donc ils ont mis des bases d'observation. Un chapelet de base qui allait jusqu'en Tunisie, voire en Libye, Tripoli. Tunisie, c'était Carthage, la Goulette, Djerba, le nord de la Tunisie, l'Algérie, tout ça, Beaune, tout ça. Et vous aviez un grand centre à Oran. Et vous aviez aussi Ceuta, Melilla, la route vers le Sénégal, Sidi Ifni, Cap Bojador et tout ça. Les Portugais aussi avaient leur base, c'était la ville de Essaouira, Mogador, la ville de Mazagan qui est le Jélida aujourd'hui, mais là c'est une autre histoire. Mais c'est la même doctrine, c'est-à-dire on va surveiller nos ennemis. Parce que quand le type apparaît devant chez toi à Ibiza ou à Tarifa ou à Malaga, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Donc à Oran, vous avez eu une présence espagnole catholique de longue haleine, effacée en 1792 quand les Turcs ont repris la région en allant vers la frontière marocaine. Et vous avez, quand la France est revenue en 1800, quand la France est arrivée en 1830, elle n'a pas pu peupler l'Algérie parce que les Français ne voulaient pas aller en Algérie, pour deux raisons. La France était sous-peuplée, donc à quoi bon aller se faire cramer le crâne sous le soleil algérien quand tu as de la place, quand tu as de la terre en France. Ensuite, il n'y avait rien à faire en Algérie d'un point de vue agricole. Il faut bien comprendre que le peuple français est un peuple de paysans jusqu'au XXe siècle, au début du XXe siècle, donc il n'y a rien à planter. À un moment donné, le lobby colonial a fait croire qu'on pouvait planter du cacao, du café et du coton. Comme quoi, les fake news, ça ne date pas de 2016, hein, de 2017. C'est-à-dire de Davos. Je crois que Davos a inventé les fake news, le concept en 2016-2017. Non, les fake news, ça date depuis longtemps. Ça s'appelle la politique. Donc, il y a eu quelques personnes qui sont parties tenter leur chance de faire le coton en Algérie. Ça n'a pas marché. Donc on a envoyé en Algérie les Alsaciens qui ont perdu leur pays, entre guillemets, donc en 1870-71. On a envoyé les Bagnards de 1848, de la révolution des 3 jours, des 3 glorieuses. On a envoyé les communards de 1871-72. Et on a envoyé tous ceux qui étaient voilà, les marginaux. Et donc ça, c'est pas suffisant pour peupler un pays. D'où l'appel aux Espagnols. D'Alicante, d'Almeria, de Malaga, de Valence, qui étaient des déshérités. L'Espagne a passé le 19e siècle, était terrible en Espagne, et on a envoyé ces gens-là. Comme quoi, vous voyez, l'histoire se répète. Ils étaient à Oran jusqu'en 1792, et là, ils sont venus, après, pas en 1830, ils sont venus après 1870, quand la gauche a pris le pouvoir en France, soit la Troisième République, elle a décidé vraiment de peupler l'Algérie. Les militaires qui étaient de droite, des monarchistes, ne voulaient pas peupler l'Algérie. Ils voyaient déjà la catastrophe qui a eu lieu au XXe siècle. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Ce qui fait que dans l'ouest algérien surtout, vous avez des communes où vous avez 30%, 50% de peuplement espagnol. C'est-à-dire que sur 100 Européens, tu avais 50% d'Espagnols. Et à l'indépendance, ces Espagnols sont soit partis en France, c'était les pieds noirs, donc des assimilés, ils étaient déjà naturalisés, mais ils s'appelaient, je sais pas moi, José, Fernandez, Rodriguez, ou ils sont partis en Espagne. Beaucoup sont partis en Espagne, et parmi eux, quelques membres de l'OAS, Salan, tout ça, plusieurs sont partis en Espagne, où ils avaient le refuge. Ils étaient réfugiés politiques, ou du moins tolérés là-bas. L'Espagne est un pays franquiste, enfin sous Franco, donc un pays de droite, avec une tendance fasciste, enfin bon. Donc c'était un gouvernement isolé au sein de l'Europe, et il a accueilli les gens de l'OAS à Madrid, et dans la façade, on va dire, méditerranéenne de l'Espagne. Aujourd'hui, vous avez, et ce sera ma conclusion, vous avez une Espagne qui est en stress démographique, qui ne fait plus d'enfants. Vous avez l'Algérie, le Maroc qui font des enfants et qui les exportent vers l'Europe, notamment vers l'Espagne. C'est-à-dire que notre dynamisme démographique qui est en train de se terminer, nous avons déjà la transition démographique, tout ça, mais nous pouvons nous permettre de faire beaucoup d'enfants parce que nous savions, consciemment ou inconsciemment, nous savons consciemment ou inconsciemment que vous allez les accueillir. Il y a, je ne sais plus combien de Marocains à l'étranger, il y a peut-être, je sais plus, 5 millions, quelque chose comme ça, c'est peut-être 10 millions, je ne me rappelle plus, je ne vais pas dire de bêtises, mais ça se compte, c'est au-delà de 5 millions, c'est énorme. C'est-à-dire que
nous avons fait des enfants et que nous avons offert au monde, aux États-Unis, au Canada, à la France, à l'Allemagne, à l'Espagne. L'Algérie a fait pareil. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est à nouveau cette histoire de va-et-vient, flux-reflux. Et où va nous emmener tout ça? Où va nous emmener tout ça? Moi, j'ai coutume de dire que le seul pays arabe qui vaut la peine d'être reconnu, c'est l'Andalousie, c'est l'Espagne. Parce que vous avez le meilleur de la culture arabe dans un pays qui fonctionne bien, où votre dignité est respectée. C'est-à-dire que les azulejos, l'artisanat, les bâtiments, l'architecture, le faciès, les Espagnols, en grande partie sont des Arabes, ethniquement, par l'ADN, par les chromosomes. Et c'est un pays où la vie est cool. Voilà. Vous avez le droit des femmes sont respectés, vous avez des hôpitaux qui fonctionnent, on ne va pas vous demander pourquoi tu tiens la main de ta femme. Voilà. C'est un pays où tu peux vivre. Et c'est un pays où il y a le meilleur du monde arabe. L'huile d'olive, l'irrigation, les vergers, les jardins, les fontaines. Voilà, Séville est une ville arabe réussie. Grenade est une ville musulmane réussie. Bon. Alors qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va refaire une nouvelle histoire, là, un nouveau cycle de 800 ans? Est-ce qu'il y aura la guerre? Bon. Est-ce qu'on va refaire une civilisation musulmane en Espagne, plus la guerre ou pas? Enfin bon, ces choses-là, on est dans la fiction, dans la poétique fiction, et ça ne dépend que de nous, et que des Marocains, des Espagnols et des Algériens. Il faut d'urgence un partenariat entre ces trois pays-là, et ce n'est pas l'Union européenne qui va le faire. L'Union européenne, elle est l'otage des Allemands. Les Allemands qui regardent du côté de la Russie, voire de la Scandinavie, voire un peu des Balkans. C'est leur espace vital. C'est comme ça, hein, c'est les permanences de l'histoire. Ils n'en ont rien à faire de ce que je viens de vous dire, moi, de Messel Kébir, de Ceuta, de boire des bières autour de la Méditerranée, des singes de Gibraltar, voilà, c'est pas leur l'huile d'olive, c'est pas leur truc. Hein, il faut lire Brodel. Brodel disait, hein, il y a une ceinture au nord de laquelle il n'y a plus d'huile d'olive, il n'y a plus de vin. Voilà, les Allemands sont au-delà de cette ceinture. Les Français, ils sont au milieu. Les Italiens, ils sont carrément, enfin presque tous englobés dans la zone du vin et de l'huile d'olive. Voilà. Donc c'est entre ces pays-là, Espagne, Portugal, Maroc, Algérie, voire Italie, qu'on peut inventer un avenir ensemble. D'ailleurs, l'UOT est catholique, intégriste, blablabla, monarchiste, il disait qu'il fallait faire peut-être pas une fédération, mais un ensemble politique méditerranéen sous le commandement de la France, évidemment. À l'époque, il y avait encore des patriotes. Franco-musulman. Il disait la Méditerranée est musulmane dans sa zone sud. Il faut que la France l'organise dans un ensemble politique cohérent et unique et commun. Il a dit ça en 1915-1916. Hein. Et il ôtait d'ailleurs, parenthèse, il voulait donner la khilafa aux Marocains, c'est-à-dire la Mecque. Comment on dit ça, le calife, le successeur du prophète, il voulait donner au roi du Maroc. Hein, l'UOT. Hein. Donc ça, c'est juste pour mettre un peu, pour aérer l'esprit de nos amis indigénistes et gauchistes. Voilà. Il y a des nuances. Hein. Tout le monde n'est pas fasciste, tout le monde n'est pas obtus. Tout le monde n'est pas comme eux. Et il faut peut-être nous poser la question d'un ensemble régional qui irait des rivages de Saint-Louis au Sénégal et qui se terminerait dans l'Algarve portugais et jusqu'à la côte d'Amalfi en Italie, en passant par Oran, par Barcelone, par la Corse, si les Corses veulent bien se joindre à ça, et de trouver des solutions à nos problèmes. Sinon, on ira vers la guerre avec les armes, ou bien la guerre démographique, migratoire, et tout le monde sera perdant. Parce que si l'Espagne devient le Maroc, ou si Valence devient l'Algérie, Oran, tout le monde y perd. Ce sera une ville. L'Espagne se tiers-mondisera, ce qui fait que nous, on perdra une destination de vacances, et on perdra, tout le monde perdra du PIB, parce que la tiers-mondisation, c'est pas seulement les paysages humains qui se dégradent, c'est le PIB qui baisse. Personne ne fait de la croissance, des startups et de la richesse dans un pays où tu as des gardiens de voiture. Dans un pays où les femmes ne peuvent pas aller boire un café toutes seules. Dans un pays ensauvagé. Voilà, c'est ça. Tout le monde y perdra. Donc, ou on se retrousse les manches ensemble, ou bien on sombrera ensemble. Je ne sais pas si j'ai raison, mais en tout cas,
J'espère vous avoir donné un regard différent. Si vous avez aimé, partagez et abonnez-vous. À demain.